Bonjour, donc c'est vrai que je suis vraiment très honorée. Je remercie Annie Cazenave de m'avoir invitée à faire cette présentation d'un projet qui est assez particulier et qui consiste à mettre l'observation de la Terre au service vraiment des aspects gestion de crise. Donc mon exposé va être assez classique, hein. Je vais vous présenter la genèse de la charte, comment ça fonctionne. Je vais essayer de pas mal illustrer avec des résultats, des images et des chiffres ce que ça fait, des résultats, et puis les liens bien sûr avec la science, avec d'autres initiatives internationales, puisque la charte n'est pas seule au monde, loin de là, et enfin conclure par les enjeux actuels pour la charte. Voilà, donc tout d'abord, on est ici dans le domaine de l'observation de la Terre, hein, un domaine où dès les années 80, que ce soit les Américains, puis très rapidement les Français, puis les Européens, tous les gens qui ont conçu, les scientifiques et les ingénieurs qui ont conçu ces magnifiques systèmes d'observation de notre planète, ont pris conscience de la richesse incroyable en termes d'informations, en plus de la beauté tout court, hein, des images. Que cet outil était absolument unique, en tout cas apportait beaucoup pour la compréhension de notre planète, sa surveillance, pour la décision d'action, pour la préserver si possible, et pour l'action. Et donc un certain nombre d'agences spatiales ont décidé très rapidement, à la fin des années 90, de mettre à disposition au service des situations les plus catastrophiques qui peuvent arriver dans le monde, dans des situations de grande détresse, leurs satellites, en s'engageant à les programmer en priorité et à organiser l'interprétation des images, le tout en un système unifié, coordonné, qui s'appelle donc la Charte internationale espace et catastrophes majeures. Donc en fait, on peut dire que l'idée a germé dans les équipes à la fois CNES et ESA autour des images spot, et ils ont été très rapidement rejoints par l'Agence spatiale canadienne et les 3 membres fondateurs de la charte, qui a donc démarré opérationnellement en 2000, ce sont CNES, ESA, AS et CSA. Mais vous voyez ici qu'il y a maintenant un très grand nombre d'agences spatiales qui nous ont rejoints, et au niveau mondial, il y a actuellement donc 16 agences spatiales membres. Il y a la plupart des très grands acteurs historiques de l'observation de la Terre, mais il y a aussi, comme arrivé récent, par exemple l'agence spatiale de Corée du Sud, le CARI, l'agence spatiale bolivarienne de télédétection au Venezuela, etc. Et on a une nouvelle candidature en cours qui est celle de l'agence spatiale des Émirats arabes unis. Donc bientôt, nous serons probablement 17. Donc les objectifs de cette assemblée d'agences spatiales, c'est quoi? C'est d'offrir un service complètement opérationnel, disponible en H24, mais destiné strictement aux services qui agissent dans la gestion des catastrophes, et ça au niveau donc mondial. Notre ambition, c'est de contribuer un peu, hein, puisqu'on ne peut pas tout faire avec le spatial, mais un petit peu malgré tout, de contribuer aux opérations de secours en fournissant des images des zones impactées par les catastrophes, donc des images acquises très récemment, traitées très rapidement, qui permettent d'être plus efficaces pour les gestions d'opérations de secours. Et puis il y avait aussi un objectif de coopération, de travail entre agences spatiales au service de la sécurité civile, de la société civile même, pour montrer que ces fonds investis souvent par le public ont un retour important vers la société. Une des grandes caractéristiques de la Charte internationale, et c'est le seul exemple dans ce cas, hein, à ma connaissance, c'est que toute cette activité se fait exclusivement sur la base du volontariat, sans échange de fonds, et les services sont fournis gratuitement aux utilisateurs. C'est ce qu'on appelle donc, voilà, nous, le best effort. Alors actuellement, qui peut déclencher cette charte? Actuellement, il y a donc 64 utilisateurs autorisés, ça c'est un terme un peu consacré. Utilisateurs autorisés, ils sont dûment répertoriés, il y en a un par pays qui a été désigné par le gouvernement. Par exemple, en France, c'est le COGIC, le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, Place Beauvau, donc, qui est le seul organisme français autorisé à activer la charte, et il en est de même dans tous les pays qui ont cet accès charte. Et donc c'est toujours un organisme gouvernemental ou une entité, en tout cas, de gestion des catastrophes nationale. Ces utilisateurs autorisés peuvent déclencher la charte éventuellement pour un autre pays dans lequel il y a eu une catastrophe et où ils vont aider au secours. Donc il y a cet accès-là. Et puis il y a aussi un accès pour les Nations Unies, pour différents membres des différents groupes des Nations Unies, et on le verra un petit peu plus tard, pour différents pays de l'Asie-Pacifique.
Alors, quand est-ce qu'on peut déclencher la charte? C'est uniquement en cas de catastrophe majeure. Qui est-ce qui peut décider de ce statut? Bien, c'est uniquement ces utilisateurs autorisés. Ça va être jamais le segment spatial, jamais une agence spatiale qui va s'auto-déclencher. La charte ne peut être activée que lorsque le fameux utilisateur autorisé sait que et observe que dans sa région, dans son pays, vient de se passer un phénomène brutal, intense, créant donc une situation de grande détresse avec des pertes humaines en général et aussi économiques, et créant une très grande désorganisation. Donc ce type d'événement peut survenir suite à des catastrophes naturelles, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas toutes les lister, mais aussi des catastrophes technologiques comme une rupture de barrage, une marée noire, un accident industriel. Par contre, la charte ne peut jamais être activée suite à une situation de guerre ou suite à un phénomène lent, par exemple, comme une sécheresse qui va engendrer une famine, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un événement soudain qui intervienne, puisque, vous comprendrez après, hein, la charte se déclenche à une certaine durée, assez limitée, et puis s'arrête, étant donné que les agences spatiales mettent des données à disposition en baisse et forte, et ça ne peut pas continuer pendant des mois et des mois. Alors voilà, comment ça marche? Donc, lorsqu'une catastrophe majeure intervient quelque part sur un pays, en général, l'utilisateur sur place prévient très vite l'utilisateur autorisé, donc au niveau central, qu'il faut déclencher ce mécanisme. Si effectivement l'utilisateur autorisé estime que la catastrophe est éligible à la charte, il envoie une demande à un opérateur H24 qui va très rapidement vérifier que c'est bien un utilisateur autorisé, c'est purement administratif, on va dire, et c'est extrêmement rapide. Ensuite, on rentre vraiment dans le cycle de l'activation du segment spatial avec un agent d'astreinte qui est donc ce qu'on appelle un Emergency On-Call Officer, qui est lui aussi d'astreinte en H24. Les agences spatiales assurent ce rôle-là semaine par semaine, et c'est tournant. Et cet agent d'astreinte, il a à sa disposition, il peut programmer tous les satellites mis à disposition par les 16 agences spatiales membres de la charte. Pour faire ça de façon très efficace et pertinente, il a des scénarios types. Si c'est un feu de forêt, il va programmer tel satellite. Si c'est un tremblement de terre en zone urbaine, ça sera tel autre. Une inondation de plaine, tel autre, etc. Et toute cette boucle extrêmement rapide permet que l'essentiel, qui est le fait d'acquérir très vite des images des zones impactées, soit assuré. Mais aussi, de façon extrêmement rapide, la charte, au niveau de son secrétariat exécutif, nomme très rapidement un chef de projet, ou project manager, qui, dès qu'il entre en jeu, est vraiment le chef d'orchestre de l'ensemble des opérations et qui, lui, va déjà vérifier que les programmations effectuées en toute urgence sont les bonnes, qu'en se mettant en lien avec les utilisateurs finaux et l'utilisateur autorisé, va vérifier que si la situation n'a pas légèrement changé et donc est-ce qu'il ne faut pas légèrement modifier les programmations. Et aussi, très important, va activer des gens qui vont réaliser les produits à valeur ajoutée, c'est-à-dire transformer les images satellites en produits de géoinformation le plus vite possible pour que ces produits, ces images soient transformées entre 6 heures, 8 heures, parfois même moins, en cartes utilisables sur le terrain. Voilà, donc ça c'est la charte et tout ce mécanisme-là fonctionne tant que l'utilisateur final et l'utilisateur autorisé ont encore des besoins, tant que la situation n'est pas soit terminée, soit tant qu'ils n'ont pas toutes les informations dont ils ont besoin pour gérer au mieux la situation. En général, la durée d'une activation, c'est au minimum une semaine, assez souvent 10 jours, 12 jours, et il peut arriver qu'il y ait des activations beaucoup plus longues parfois, comme sur Haïti, le tremblement de terre en Haïti. Donc actuellement, avec ces 16 agences spatiales, c'est environ une trentaine de satellites mobilisables. Tous ne sont pas toujours utiles et on a en particulier, disons, une bonne quinzaine de satellites, dont les 2 satellites français qui sont ici, la Pléiade et Spot 6-7, qui sont extrêmement utilisés pour ces situations. Et en gros, on a 2 fois plus de satellites optiques que de satellites radars, mais les 2 étant extrêmement utiles.
Donc la charte bon, a démarré avec des utilisateurs autorisés des pays membres de la charte, donc des pays qui avaient des agences spatiales ou des pays de l'Union européenne. Mais très rapidement, enfin plutôt assez rapidement, la charte a voulu étendre et dicter ce principe d'accès universel, qui est une réalité depuis septembre 2012, pour que tout pays dans le monde qui soit capable, donc qui ait une autorité nationale de gestion des risques, hein, qui soit capable de travailler en mode numérique, en pouvant télécharger, utiliser des informations numériques, et capable de travailler en anglais. Ce sont les seules conditions pour que donc, tous ces pays-là puissent poser une candidature pour pouvoir activer la charte, même si dans leur pays, il n'y a pas d'agence spatiale, etc. Et donc, il y a déjà 14 pays qui ont maintenant cet accès charte. Et on a encore des dossiers en cours, et ça arrive sans arrêt. Hein. On a la Nouvelle-Calédonie, Myanmar, Sri Lanka qui vont être acceptés très, très rapidement. Le Honduras vient juste de postuler hier. Et Haïti, on le sait, va postuler très rapidement. Voilà. Donc maintenant, un petit récapitulé donc, des résultats en chiffres. Hein. Donc depuis la création de la charte, il y a eu 536 activations, le chiffre date d'hier. Hein. On voit qu'elles sont réparties à peu près dans le monde entier, même dans des pays donc, où il n'y a pas d'utilisateurs autorisés, parce que les Nations Unies en particulier activent beaucoup sur les pays africains. Vous pouvez regarder par exemple l'Australie, où il y a peu d'activations, mais parce qu'ils sont utilisateurs autorisés depuis peu, ils n'ont pas d'agence spatiale, et ils ont été les premiers à candidater à l'accès universel. Et ils ont pas mal de catastrophes, de feux, d'inondations, et voilà, ils ont activé plusieurs fois. Donc vous voyez que la charte est active sur tous les pays. Et donc l'actualité 2017, c'est on en est à 19 activations là depuis janvier. Et la toute dernière, ce sont des incendies catastrophiques en Afrique du Sud qui datent donc d'hier. Voilà. Après, si on regarde un petit peu l'activité au cours du temps, donc depuis sa création, on voit que donc, dans les premières années, il fallait d'abord que la charte se rôde, soit connue, etc. Il y avait assez peu de membres. Mais en gros, que depuis 10 bonnes années, hein, depuis 2017, il y a une espèce de rythme de croisière qui est à peu près de 40 activations par an et qui est assez stable. Voilà. Et cette année, on risque d'après nos statistiques, là, on risque de dépasser légèrement les 40 activations par an, parce que la période d'été est assez riche en activations en général. Si on regarde les activations par type de catastrophe, donc ça m'intéresse beaucoup parce que je vois que c'est complètement cohérent avec la présentation précédente. On voit qu'il y a une large majorité d'événements hydrométéo. Une partie aussi des glissements de terrain sont dus à des pluies diluviennes et des pluies torrentielles, donc sont à classer dans les événements hydrométéo. Et puis donc, bien sûr, des événements plus géophysiques. Et puis autre chose comme rupture de barrage, accidents technologiques, marée blanche, etc. Là, sur ce transparent, on voit l'évolution donc, par type de catastrophe depuis plusieurs années. Et là aussi, on voit la nette prédominance des catastrophes hydrométéorologiques hein, qui vraiment se confirme au cours des années, alors qu'on voit une certaine stabilité des bâtonnets donc, jaunes, marron clair, etc., qui sont les événements géophysiques. Et d'ailleurs, donc dans les rapports annuels charte, on analyse à chaque fois les deux types d'événements et on voit que tous les pays sont touchés par les catastrophes hydrométéorologiques. Et d'ailleurs, enfin, pas paradoxalement, mais ça devrait faire réfléchir certaines personnes aux États-Unis. Les États-Unis sont extrêmement touchés, l'Asie aussi, bien sûr, du Sud-Est, une partie de l'Amérique du Sud, mais les États-Unis en particulier, quoi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fournit ? Qu'est-ce qu'on fournit de très concret aux gens pour lesquels on travaille ? Donc, ce qu'on fournit aux protections civiles et aux agences de l'ONU et aux ONG éventuellement, ce sont des cartes d'impact sur les enjeux en quelques heures, le plus rapidement possible après qu'on ait reçu les images. Donc, de quoi ils ont besoin ? De délimitation des zones touchées, de caractériser l'intensité des phénomènes. Très souvent, ils demandent une gradation, ne serait-ce qu'en trois niveaux. Hein.
pas touchés, moyennement touchés, gravement touchés. Pareil pour l'évaluation des dégâts. Et assez souvent des cartographies spécifiques de praticabilité des réseaux, rassemblement de population, etc. Donc là, sur cette image, je vous montre une image du 14 janvier 2010 qui avait été acquise par un satellite américain à 50 cm de résolution et qui montre un rassemblement spontané de population, comme il y en a eu énormément dans Port-au-Prince. Donc les gens qui se mettaient à l'abri dans un stade, donc un endroit très plat, très sûr, où il ne risquait pas trop d'y avoir de dégâts suite à des répliques. Et c'est dans ces endroits-là que les sécurités civiles, les ONG se rendaient pour aller apporter tous les soins, de l'eau potable, installer la nourriture, etc. Et donc, dans le cadre de la charte, de même que ça a été fait dans d'autres cadres par les Nations Unies, dans ce cas de très, très important séisme, il nous avait été demandé par la sécurité civile française, allemande et puis canadienne aussi, de recenser tous les 2-3 jours le nombre et l'évolution et le positionnement précis des camps. On est parti, le premier jour, il y avait à peu près 65 camps de personnes comme ça déplacées. On a terminé à plus de 400 camps, chacun devant être pris en charge, géré, etc. Et oui, j'ai rajouté juste ce petit encart parce que quand on travaille avec les protections civiles, ce sont vraiment des vrais opérationnels. Ils nous disent souvent, nous, on est dans la vraie vie, on va vite, il faut qu'on ait confiance dans les informations qui arrivent de vos systèmes. Et en même temps, ils ont souvent besoin de production, finalement, pas tellement de produits sur étagère. Il faut qu'on puisse s'adapter à leurs vrais besoins, à la situation sur le terrain. Vous verrez des exemples juste un petit peu après. Et ça, donc, c'est la cellule de crise du COGIC. Et tous ces éléments qu'on fournit, ils rentrent d'abord dans leur outil d'aide à la décision, qui est un système décisionnel très, très sophistiqué, qui est basé sur un système d'information géographique, mais dans lequel il y a de la modélisation, des modèles venant de Météo France, justement, du Chapi ou autre. Il y a des données qui remontent, des données GNSS de leur position des troupes sur le terrain. Il y a des données géographiques de référence, etc. Et nos données qui arrivent là de la charte ou d'ailleurs, ce ne sont que une donnée d'entrée qui elle-même est retravaillée et qu'ils ingèrent dans leur système métier. Et c'est parfait et c'est exactement à ça que ça doit servir. Ensuite, bien sûr, les équipes sur le terrain, lorsqu'on arrive à fournir des données suffisamment rapidement, partent parfois avec déjà imprimé les cartes en A0 sous le bras et ça sert, il n'y a pas que la version numérique de ce qu'on fait qui sert, hein. Une bonne carte papier où on peut dessiner dessus est toujours utile, même en 2017. Et puis alors lors d'événements de très grande ampleur, ça a été le cas pour le tremblement de terre à Haïti, Fukushima, etc. Ces informations, lorsque donc le ministère de l'Intérieur le juge utile, elles sont partagées avec le ministère des Affaires étrangères, avec Matignon, voire l'Élysée, pour prendre des décisions sur des envois de moyens, de troupes, etc. Alors là, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples concrets. Donc, je n'ai pas remis l'exemple sur Haïti, le tremblement de terre, on l'a beaucoup vu, puis Éric Callet l'a évoqué. Mais malheureusement pour Haïti, on va dire, je suis restée sur Haïti parce que Haïti est très fréquemment sujet à des très grosses catastrophes. Donc là, on reparle là aussi de l'ouragan Sandy, qui n'a pas simplement touché New York, mais qui, avant de toucher le nord, a touché fortement Haïti. Donc là, c'est la rivière Grise à Port-au-Prince. Ça, c'est donc une image de juillet 2012. Et là, c'est l'image de la rivière Grise après le passage de Sandy. Donc, il y a eu tout un tas de produits réalisés, exhaustifs. Mais ça, c'est juste un exemple qui vous montre donc déjà le repérage de tous les bâtiments qui ont été emportés. Alors, c'était des habitats souvent assez précaires, installés dans le lit mineur de la rivière et qui ont été emportés. Des routes entières ont été emportées, des ponts, et la rivière a carrément changé de lit. Voilà, donc ça a permis à une ONG et à l'IOM, International Office of Migration, avec qui on travaillait, d'avoir cette cartographie très exhaustive des zones touchées.
Et puis en 2016, il y a eu donc le cyclone Mathieu qui a fait d'énormes dégâts. Là, plus pour le coup sur la côte, sur la péninsule sud-ouest d'Haïti. Donc ici, vous voyez la ville des Cayes, 3 jours après le passage de Mathieu. Donc ça, c'était une image avant le passage du cyclone, une image donc après, et l'interprétation qui a été faite de tous les bâtiments détruits avec les informations nécessaires aux équipes pour les hôpitaux, enfin, ou plutôt les centres, les dispensaires, les centres de santé. Et tout ça a été utilisé par les équipes, notamment le SDIS du Var en France, qui a été envoyé là-bas et qui nous a demandé de réaliser. Donc ça, c'est un produit qui a été réalisé en 4 heures de temps. Un produit qui montrait à la fois tout le réseau hydrographique, tous les points d'eau, puisque les Français sont très souvent en charge, dans ces cas-là, de la production et de l'acheminement en eau potable. Donc voilà, le réseau routier, et sur la route, sur les routes, lorsqu'il y avait des obstacles sur les routes, vous voyez des petits triangles rouges qui montrent qu'à ces endroits-là, il est impossible de passer, donc afin que la distribution en eau potable soit réalisable. Et puis Haïti, ce n'est pas fini. Encore en avril de cette année, il y a eu à nouveau des inondations, à nouveau sur la même zone sud-ouest. Et là, donc, on a des produits réalisés. Ce premier produit à partir d'images radar uniquement, qui montrait donc les zones anneaux à 2 dates. Et là, un produit plus précis, parce que réalisé avec une image optique quelques jours après, une fois qu'on n'avait plus de nuages, sur une ville qui montre les zones qui sont encore complètement inondées dans cette ville. Voilà. Donc la charte, c'est un projet extrêmement opérationnel. Il y a des procédures, il y a des façons extrêmement définies d'agir. Et très clairement, il n'y a pas d'implication directe des scientifiques dans le déroulement du processus charte. Par contre, ces jeux de données et ces situations sont une source de données et puis de problématiques recherche incroyables. Et donc, chaque agence spatiale, en fait, ou la plupart des agences spatiales qui investissent dans la charte, ont aussi des liens étroits avec leur communauté scientifique. Et par exemple, nous, au CNES, on avait créé la SIEST, cellule d'intervention et d'expertise scientifique et technique, dès 2002, je crois, avec le BRGM, avec le CNRS, l'ENS, l'IPGP, pour que les scientifiques puissent se saisir des données chartes afin de réaliser des projets de recherche en lien avec la situation. Il y a aussi beaucoup d'activités plus sur l'aspect traitement d'images, extraction d'informations qui sont menées, puisque c'est extrêmement complexe d'analyser des jeux de données aussi variés. Et donc là, je vous montre juste un des exemples où la sieste a été particulièrement percutante. C'était le tremblement de terre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Et le BRGM a pu réaliser donc, un interférogramme pulsar, comme nous l'a expliqué Eric Calais, et en mesurant donc, des déplacements qui allaient jusqu'à 40 cm en direction donc, de visée du satellite. Donc ça, ici, c'est l'interférogramme qui ensuite a été transmis à l'équipe au laboratoire de géologie de l'ENS qui a estimé les paramètres de la faille avec des simulations. Et la simulation qui collait le mieux et qui s'est révélée être, après échange avec les scientifiques de Nouvelle-Zélande, très pertinente, montrait que c'était une faille qui n'était pas très très connue, qui avait été découverte en fait à peine quelques semaines avant lors d'un précédent tremblement de terre juste à côté. Et finalement, ce tremblement de terre-là n'était qu'une réplique du premier tremblement de terre de quelques semaines précédents, mais par contre, il a été absolument meurtrier, même si beaucoup moins fort que le tremblement de terre initial, parce que situé sous la ville de Christchurch et plus près de la surface. Voilà. Ensuite, donc, la charte n'est pas seule. Elle a donné naissance à plusieurs projets, dont Sentinel-Asia. Donc ça, Sentinel-Asia, c'est une réunion d'une collaboration entre les agences spatiales d'Asie-Pacifique et des services de gestion des catastrophes qui, en quelque sorte, ont une petite charte à leur niveau pour des situations pas trop catastrophiques et qui, ils appellent ça escalade à la charte, enfin, ont recours à la charte si la catastrophe est de très grande ampleur.
Donc voilà. Et l'autre projet très important avec lequel maintenant il faut vraiment compter et qui réalise des services de très grande qualité, c'est le projet Copernicus dans sa déclinaison Emergency Management Service, qui a un des services, ça s'appelle Rapid Mapping Service, qui vraiment fait exactement comme la charte, qui d'ailleurs a des visées, enfin, travaille sur l'ensemble du monde. Donc il y a un accord avec la charte pour essayer de bien se coordonner, de ne pas faire deux fois les mêmes sujets. Ce n'est pas encore complètement rentré dans l'opérationnel, mais on y travaille. Mais c'est sûr que c'est un peu flou parfois pour certains utilisateurs. Et pour terminer, donc, quelles sont les questions actuelles, les enjeux auxquels la charte est confrontée? Il y a un nombre de candidatures qui augmente. Il y a de plus en plus, tous les nouveaux entrants veulent rentrer dans la charte. C'est vraiment un endroit quelque part où il faut être. Et du coup, le fonctionnement, la gouvernance ne seront pas du tout pareils à 16, 17, 18, 20, alors comme ça l'était à 7, 8, 9, y compris sur le plan opérationnel du partage des tâches. Donc il va sûrement falloir réfléchir à un nouveau modèle de fonctionnement. L'accès universel, on y tient absolument et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est excellent et qu'il faut continuer. Mais là aussi, il faudrait qu'on arrive à doter les pays qui ont cet accès universel pour fournir des project managers, par exemple, pour être capables eux-mêmes d'être aux manettes d'une activation et même, si possible, réaliser des produits à valeur ajoutée sur leur propre zone. Peut-être des produits d'abord un peu simples, mais voilà. Et donc, on voit ça comme une façon de faire du capacity building vers ces pays. Après, donc, il y a tout ce qui est évolution des types de produits. Voilà. Et donc, il y a un plan stratégique charte qui est en cours d'élaboration et où on va réfléchir à tout ça. Et ma slide de conclusion, c'est que l'observation de la Terre pour les questions de l'urgence, elle est là, elle est opérationnelle, elle est améliorable, mais par contre, on a beaucoup de travail à faire pour rendre cet outil effectif, efficace sur tout le reste du cycle de la crise, et notamment, sur le post-Matthew, dans un cadre donc CEOS, Committee of Earth Observation Satellites, il y a tout un ensemble d'agences spatiales qui travaillent concrètement pour participer au relèvement des capacités sur la zone touchée par Matthew, en adressant toutes ces problématiques que vous voyez là, pour essayer d'aller plus loin que simplement la réponse à la crise. Merci beaucoup, c'était vraiment parfait. Est-ce qu'on peut avoir quelques questions là, juste là. Oui. Donc Vincent Courtillot, peut-être pour commencer, René Blanchet, ensuite Madame... Allez-y. Je n'ai pas bien compris le statut de Copernicus, qui est responsable et où est-ce que c'est basé? Alors, Copernicus, c'est un projet de l'Union européenne qui est confié à la Commission. Donc, c'est un projet qui est financé par nos impôts d'ailleurs, sur fonds européens, et qui fait partie des gros programmes. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de Galileo, mais au niveau observation de la Terre. C'est un projet qui a eu une longue gestation, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille à la mise en place. Avant, ça s'appelait GMES, peut-être ça vous parle, et GMES est devenu Copernicus, et maintenant avec tout un tas de... Donc Copernicus comprend un segment spatial avec des sentinelles 1, 2, 3, etc., et un segment service. Il y a un service sur l'océanographie, un service sur les terres émergées, un service sur la sécurité, un service atmosphère et un service emergency. Voilà, et moi je parle de ce service emergency qui s'appuie sur à la fois les données sentinelles de Copernicus, mais aussi qui achète des images satellites à des fournisseurs privés pour réaliser des produits exactement similaires à ceux de la charte. René Blanchet. Oui, merci pour cet exposé qui montre de très beaux exemples de mise à disposition de produits dans les cas d'urgence. Alors, vous avez évoqué Haïti. Il se trouve que je vais faire le lien entre le dernier exposé et le premier exposé, puisque Éric Calais a vécu une situation d'urgence suite au séisme d'Haïti qui a fait quand même 200 000 morts en janvier 2010. En tant qu'utilisateur potentiel de ce que vous êtes amené à produire, qu'est-ce qu'il pense concrètement de ce qui peut être fait avec de tels outils dans le cas des séismes?
Alors, dans le cadre du séisme d'Haïti, j'ai vu l'utilisation du type de données qui a été montré ici, surtout pour en soutien, en appui aux opérationnels sur le terrain de la protection civile haïtienne, ou ce qu'il en restait, qui avait été décimé par l'événement d'ailleurs, et puis de la communauté internationale qui est arrivée assez rapidement sur place. Donc c'était de la cartographie, surtout au départ d'ailleurs, à vocation de déterminer l'accès aux zones où il y avait des populations qu'il fallait secourir. Le gros problème, un des problèmes majeurs, il y en a eu tellement, après le séisme d'Haïti, était le problème des débris, qui a été d'ailleurs simplement géré uniquement un an après l'événement, et donc simplement les rues étaient jonchées de débris, donc on ne pouvait pas aller dans les quartiers très denses où se trouvaient les populations, et donc ces cartes-là ont servi en particulier à ce point-là. Après, du point de vue scientifique, les choses vont vite, parce qu'à l'époque, finalement, il a fallu, je pense que la situation est différente maintenant. Ce n'est pas ces données-là qui ont permis d'avancer sur la compréhension du mécanisme. Il a fallu attendre quelques mois en fait pour savoir ce qui s'était réellement passé d'un point de vue scientifique. Je pense qu'aujourd'hui ce serait plutôt tout le cas, en particulier avec des données radar type Sentinelle. Je voulais, juste ajouter quelque chose, c'est que la charte, donc bien sûr, avait été déclenchée sur Haïti, et il se trouve que comme c'est la sécurité civile française qui avait déclenché la charte en premier, nous, CNES, nous étions project manager, et du coup on travaillait pour l'ensemble des gens parce qu'après les Nations Unies ont activé, les Canadiens, les Allemands, etc. Et on a vu la déferlante, y compris de données d'images américaines, d'images aéroportées, etc. Donc je sais que nous, une des actions qu'on a prises très rapidement le jour après le séisme dans le cadre charte, c'est de dire allons imager avec Spot toutes les parties un peu plus à l'est. On est allé imager Carrefour, Léogane, Jacmel, etc., Miragoâve, des zones qui n'étaient pas sous le feu des projecteurs, où personne ne savait ce qui se passait, parce que tout le monde se focalisait sur Port-au-Prince, parce que c'était... Et du coup, ça, je ne sais pas si Eric Calais, si tu l'as vu lorsque tu étais sur place, mais enfin, il y a le fait qu'il y ait eu des produits aussi sur d'autres zones que Port-au-Prince, où effectivement c'était là qu'était concentré le maximum des problèmes, etc. Mais il y avait beaucoup d'autres zones, décidément, à couvrir avec du spatial, et la charte a permis de le faire en essayant surtout de pas trop dupliquer ce qui se faisait par ailleurs. Mais il n'y avait aucune coordination officielle, c'était juste une coordination informelle, quoi. On essayait de se tenir au courant, tous les gens qui produisent de l'information géographique, mais voilà, et ça c'est une des grandes leçons de Haïti, c'est qu'il faut plus de coordination dans cette production d'informations, cette géo-information de crise pour pas qu'il y ait de ratés. Si je peux ajouter une chose, effectivement, je crois qu'il faut aller au-delà au bout du raisonnement. Il n'y avait pas de coordination. Il y avait des essais de coordination. Donc, au-delà des aspects accès aux données, etc., je pense que ce genre d'initiative a une valeur aussi en termes de coordination. C'était ça qui était le plus difficile au quotidien, qu'il y ait de la donnée ou pas coordonnée. Puis le deuxième aspect, c'est comment faire dans des cas comme ça pour garder les premiers concernés dans la boucle, et pas seulement en fin de la boucle, mais au sommet de la pyramide. Comment faire en sorte pour que les Haïtiens pertinents, il y en a un certain nombre, soient capables d'utiliser ces produits, et puis dans le futur d'être des déclencheurs. J'ai vu qu'Haïti va participer, c'est très bien. C'est nous qui leur avons proposé. Il faudra les accompagner. Oui, mais on les formera comme project manager, on les formera. Enfin, on est vraiment dans cette optique. Voilà. C'est une merveilleuse chose. Aucune catastrophe ne restera. Excusez-moi, attendez, il y a quelqu'un qui pose une question là-bas. Oui, allez-y. Merci pour l'exposé qui résume vraiment bien l'effort de spatial dans les crises liées aux catastrophes naturelles. Je pense qu'une question qu'on peut se poser, c'est comment faire si la charte doit être activée par deux agences en même temps. Ça arrive souvent. Parce que ça arrive, et je pense que tu
peux développer un petit peu sur ça, comment on fait? Oui. Eh bien, écoute, lorsque un premier utilisateur autorisé active, il y a tout de suite déjà le processus automatique avec des opérateurs qui programment, etc. se fait. Et puis le secrétariat exécutif essaie de trouver et de nommer un project manager le plus vite possible. Donc si jamais le project manager est nommé, lorsque la seconde activation se déclenche, on merge, enfin on réunit l'école, les activations, pardon, je parle en anglais, et le project manager va gérer l'ensemble, si tu veux, des demandes. Voilà. En général, l'utilisateur qui demande le deuxième ou le troisième est tout à fait d'accord pour partager les informations et les zones d'intérêt. Donc la règle, c'est que sur une même zone géographique, il n'y a plus qu'une seule activation et où se rajoutent des end-users, on appelle ça, donc voilà, des utilisateurs finaux qui peuvent être très variés. Mais ça arrive très très souvent. Tous les gros événements, il y a au moins 3-4 activations. Merci beaucoup pour cet exposé, pour les questions.